Ma famille a dit que je dois garder mes nièces ou payer le loyer entier, 1 700 $. Je suis partie en silence, ils se sont réveillés dans un cauchemar. Véritable cauchemar commence. Je me tiens devant la porte d'un appartement inconnu à 5 heures du matin, deux sacs lourds et une cage de transport avec un chat dans les mains. Le marquis miaule doucement à l'intérieur, ne comprenant pas ce qui se passe. Derrière moi, la rue est sombre et déserte, un réverbère clignote au coin de la rue, un vent froid me fouette les cheveux. Devant moi, la porte fermée de mon amie Lydie. Je n'ai pas encore sonné car j'ai peur de la réveiller. Elle travaille comme infirmière de nuit et vient juste de rentrer chez elle. Mais rester ici, sur les marches du 5e étage, avec toute ma vie dans deux sacs, c'est mieux que de retourner là où je suis partie il y a 1 heure. Mes mains tremblent, non pas à cause du froid, mais parce que je réalise ce que je viens de faire. Je suis partie. Je suis simplement partie sans dire au revoir, sans expliquer, sans laisser autre chose qu'une petite note. Et maintenant, je me tiens là, comme une voleuse qui s'enfuit au milieu de la nuit. Hier soir, quand je suis rentrée du travail vers 23 heures, Colin et Marlène m'attendaient. Je suis entrée dans l'appartement, j'ai enlevé ma veste et j'ai senti sur mes mains l'odeur familière du latex et de l'antiseptique après avoir travaillé avec une cliente qui voulait changer son ancien tatouage. Elle a pleuré doucement pendant la séance, non pas à cause de la douleur mais à cause du soulagement. J'ai beaucoup d'histoires comme celle-ci. Les gens ne viennent pas pour un dessin mais pour avoir la possibilité de recommencer à zéro. La lumière de la cuisine était allumée. J'ai pensé que j'avais oublié de l'éteindre le matin mais quand je suis entrée, je les ai vus. Colin était assis à table, Marlène se tenait près de l'évier, une tasse à la main. Ils sont venus sans prévenir, sans appeler. Ils sont simplement venus car ils ont les clés de l'appartement qui appartient officiellement à ma mère mais où je vis depuis 4 ans. Bonjour, ai-je dit prudemment, essayant de comprendre si quelque chose de grave s'était produit. Assieds-toi, a dit Colin sans me saluer. Sa voix était fatiguée mais ferme, je me suis assise. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais que si je ne m'asseyais pas, ils attendraient que je le fasse. Il y a eu plusieurs conversations de ce genre ces dernières années. Elles se terminent généralement par un signe de tête de ma part et mon accord pour quelque chose que je n'avais pas prévu. Colin avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, une chemise froissée, les épaules tendues. Marilyn se tenait debout, le visage impassible, sans émotion, tenant sa tasse à deux mains, comme pour se réchauffer. Nous avons pris une décision, dit Marilyn sans détourner le regard. Soit tu commences à t'occuper de Kathleen et Ellie tous les jours, tu les ramènes après l'école, tu les nourris, tu les aides à faire leurs devoirs, tu restes jusqu'au soir, jusqu'à notre retour, soit tu paies 1 700 $ par mois pour l'appartement. C'est le prix du marché. Je suis restée silencieuse pendant quelques secondes, essayant de comprendre s'il s'agissait d'une blague, mais il me regardait en sérieusement. Pourquoi ai-je demandé doucement. Pourquoi maintenant? C'est à toi de choisir ce que tu acceptes, a répondu Colin calmement, comme toujours lorsqu'il veut éviter les explications. Le reste ne te regarde pas. C'est notre appartement, ce sont nos règles, a ajouté Marlène en posant sa tasse sur la table avec un bruit sourd. Tu paies 504 ans alors que tout le monde autour de toi paie 3 fois plus. Nous ne pouvons plus nous le permettre. Je les regardais et j'essayais de comprendre leur logique. Mais ils ne m'expliquaient rien, ils me mettaient simplement devant le fait accompli, comme ils avaient l'habitude de le faire depuis des années. Comme quand j'avais 21 ans et que ma mère m'avait dit emménage dans mon ancien appartement, c'est avantageux pour toi et pratique pour nous. Comme quand ils m'ont demandé de rester une semaine avec ma mère après son opération et que cela a duré 2 mois parce que tu es à la maison de toute façon. Comme quand j'ai commencé à laver leurs vêtements avec les miens parce que tu fais la lessive de toute façon. Comme quand j'ai commencé à leur préparer le dîner parce que les enfants adorent tes pâtes. Comme quand j'ai commencé à garder les enfants quand ils devaient soudainement partir quelque part et qu'il n'y avait pas de nounou. J'ai toujours accepté. La rémunération était modeste, 500 $ au lieu de 1 700. L'endroit était pratique, un grand appartement avec la possibilité d'aménager un studio dans le salon. Je ne voulais pas créer de conflit, c'était quand même ma famille. Mais chaque année, les obligations augmentaient. Au début, je vivais simplement ici, puis j'ai commencé à nettoyer non seulement ma chambre, mais aussi les pièces communes, car c'est là que tu passes le plus de temps. Puis la lessive, puis la cuisine, puis les enfants. Cette fois, j'ai compris. Si j'accepte, je deviendrai une domestique gratuite pour toujours. Une journée de travail complète avec les enfants, cela signifie renoncer aux clients du soir, aux séances près à l'extérieur, à la moitié de mes revenus, ou payer 1 700 pour un appartement qui n'en vaut pas la peine. Une vieille maison, des courants d'air, des problèmes de chauffage permanents. Puis-je réfléchir ai-je dit doucement. Marlène a haussé les épaules. Réfléchis, mais nous devons avoir une réponse avant demain matin, sinon nous devrons chercher une autre option. Une autre option pourquoi ai-je demandé. Ce ne sont pas tes affaires, a rétorqué Marlène. Elles sont parties. La porte s'est refermée et je me suis retrouvée seule dans la cuisine où flottait une odeur de thé étranger et de ma propre impuissance. Je regardais la table, la tasse que Marlène n'avait pas emportée, la fenêtre où se reflétait mon visage fatigué et désorienté. Je ne suis pas allée me coucher, je suis allée dans ma chambre, je me suis assise sur le lit, j'ai regardé les murs où étaient accrochés mes croquis, la table avec la machine à tatouer, les étagères avec les encres, c'est mon espace, je l'ai aménagé pendant 4 ans, mais en réalité, il ne m'appartient pas. Il leur appartient et ils peuvent changer les règles à tout moment. À 1 heure du matin, j'ai pris une décision, j'ai pris mon sac et j'ai commencé à faire mes bagages. D'abord les outils, la machine à tatouer, les aiguilles, les encres, le stérilisateur, les gants, c'est ce que j'ai de plus précieux, c'est mon travail, puis les documents. Mon passeport
passeport, mon permis de conduire, les contrats avec les clients, l'argent, tout ce que j'avais en espèces, environ 800 $. Mon ordinateur portable, des chargeurs, des vêtements, seulement le strict nécessaire. Deux jeans, quelques t-shirts, un pull, des sous-vêtements, quelques croquis accrochés au mur, les plus précieux. J'ai pris Marquis avec son sac de transport. Il me regardait d'un air endormi, ne comprenant pas pourquoi je me déplaçais dans la pièce au milieu de la nuit. À 3 heures du matin, j'ai écrit un mot, court, sans émotion. Je ne vis plus ici depuis le 2 décembre. Les clés sont sur la table, je ne dois pas le loyer de décembre, je ne serai pas là. Diana. J'ai posé les clés à côté du mot sur la table de la cuisine, j'ai pris mes sacs et je suis sortie. J'ai appelé un taxi via l'application. Le chauffeur est arrivé en 10 minutes, m'a regardé avec étonnement. Il doit rarement voir des femmes avec des sacs et un chat à cette heure-là. J'ai donné l'adresse. Lizzie Silla s'est installée sur la banquette arrière. Marquis a miaulé doucement, le chauffeur est resté silencieux pendant tout le trajet, sans poser de questions. Je regardais par la fenêtre la ville encore endormie, les rues désertes, et je ressentais un étrange mélange de peur et de soulagement. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison de Lizzie, j'ai payé, je suis sortie de la voiture et j'ai monté les escaliers jusqu'au 5e étage. Je me tiens maintenant devant la porte et je ne sais pas si j'ai bien fait, je ne sais pas si Lizzie voudra me laisser entrer au milieu de la nuit, je ne sais pas ce qui se passera demain, je ne sais qu'une chose, si j'étais restée, je n'existerais plus, il resterait une nounou, une femme de ménage, une cuisinière et tout le reste, mais je ne serai plus là. Lizzie ouvre la porte en peignoir, les cheveux mouillés, les yeux fatigués après son service de nuit. Elle me regarde, regarde mes sacs, le sac de transport avec Marquis et ne pose aucune question. Elle s'écarte simplement et dit entre. J'entre dans un petit studio qui sent quelque chose de médical, probablement l'antiseptique qu'elle ramène du travail. Sur la table, il y a une assiette vide, une bouteille d'eau à moitié vide, une pile de papier. Lizzie ferme la porte, me prend un sac et le pose par terre. Le marquis peut sortir demande-t-elle. Oui, dis-je doucement. Elle ouvre la cage de transport, le chat sort prudemment, renifle l'air, se dirige vers le canapé. Lizzie me regarde. Que s'est-il passé? Je m'assois sur le canapé, Marquis saute sur mes genoux. Je lui raconte brièvement. La visite de mon frère et de sa femme hier, l'ultimatum, le fait que je suis partie pendant la nuit. Lizzie écoute sans m'interrompre, sans commenter. Elle a l'habitude d'écouter, les infirmières savent mieux le faire que les psychologues. Puis-je rester ici quelques jours? Je demande, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me convienne. Lizzie hoche la tête. Tu peux, mais je travaille la nuit, je dors le jour, donc on ne se croiseront pas. C'est même mieux comme ça, je réponds honnêtement. Elle sourit. Je sais, va dormir. L'insomnie n'est clairement pas ton point fort. Je m'allonge sur le canapé, Marquis s'allonge à côté de moi et je ferme les yeux. Mais je ne dors pas, je reste allongée et je pense à la façon dont je me suis retrouvée ici. J'ai 25 ans, je suis tatoueuse, je vivais dans un appartement qui n'est pas le mien, et je viens de m'enfuir au milieu de la nuit comme une voleuse. Les jours suivants s'écoulent dans une étrange incertitude. Je me lève tôt, quand Lizzie rentre du travail, je lui prépare son petit déjeuner. Des œufs, des toasts, du thé. Elle mange, me raconte son service de nuit, les patients qui crient, les médecins qui n'écoutent pas, à quel point elle est fatiguée. Puis elle va se coucher, je reste assis dans la cuisine, je vérifie mon téléphone. 7 appels de Colin, 4 de Marlène, 2 de ma mère. Je ne réponds à aucun. Le troisième jour, Colin m'envoie un message. Dis, parlons. On a peut-être exagéré. Rappelle-moi. Je regarde ce message pendant un long moment. On a peut-être exagéré. Pardon, nous avons eu tort. Peut-être. Bon, c'est déjà ça. Je l'appelle, il décroche tout de suite. Dis, dit-il avec soulagement. Jean, où es-tu? Ça ne te regarde pas, dis-je calmement, répétant ces mots d'hier. Silence, puis écoute, rencontrons-nous, parlons normalement. De quoi? De l'appartement, des enfants, de tout. Colin, je ne reviendrai pas, dis-je clairement. Ni pour 500, ni pour 1700, ni avec les enfants, ni sans. Je suis parti, c'est définitif. Il se tait, puis il dit brusquement. Tu comprends que tu nous as trahis, on comptait sur toi. Vous comptiez sur moi sans me demander mon avis, encore une fois, dis-je. Il y a une différence. Dis, tu es ma sœur, on est une famille. La famille, ce n'est pas du personnel de maison gratuit, Colin. Il raccroche. Je reste assise, le téléphone dans les mains, et je sens mes doigts trembler. Pas de peur ni de culpabilité, mais de soulagement. J'ai dit non à voix haute pour la première fois depuis des années. Le soir, quand Lizzie se réveille avant sa prochaine garde, nous sommes assises dans la cuisine et buvons du thé. Elle me demande depuis combien de temps ça dure. Je réfléchis. Depuis quand? Depuis que j'avais 12 ans et que mon père est parti, depuis que j'avais 21 ans et que j'ai emménagé dans l'appartement de ma mère, depuis que j'avais 22 ans et que j'ai lavé leurs vêtements pour la première fois. Depuis longtemps, je réponds. Depuis mon enfance, qui sans doute. Et je lui raconte comment, après le départ de mon père, ma mère a misé sur Colin comme l'espoir de la famille. Il a 6 ans de plus, c'est un homme, il doit assumer ses responsabilités, et moi je suis plus jeune, calme, obéissante. On m'a appris à ne pas contredire, à ne pas exiger, à ne pas demander plus que nécessaire. Colin doit faire du sport, il a du talent, dit Shekch. Colin doit étudier, il est intelligent. Il faut aider Colin avec son crédit, il fonde une famille. Et moi, je devais simplement être là et aider. Quand j'avais 18 ans, je voulais faire des études de design. Ma mère m'a dit, nous n'avons pas d'argent, Colin doit se marier. Je suis allée travailler comme caissière dans un supermarché.
Un an plus tard, j'ai rencontré par hasard Collins, un vieux tatoueur qui cherchait un apprenti. Il m'a prise sans expérience et m'a tout appris à partir de zéro. Il était dur mais honnête. Il disait: Oh, il faut savoir se défendre, sinon on te marchera dessus. Je ne savais pas me défendre. À 21 ans, ma mère m'a proposé d'emménager dans son ancien appartement. Temporairement, jusqu'à ce que tu te débrouilles toute seule. Tu paieras 500 $ symboliquement pour t'habituer à tes responsabilités. J'ai accepté. Je pensais que ce serait pour un an, deux au maximum. Ça a duré 4 ans. Au début, je vivais simplement là. J'ai aménagé le salon en studio, je travaillais avec des clients, je gagnais bien ma vie. Mais petit à petit, les demandes ont commencé. Dis, tu es à la maison, tu peux nettoyer la cuisine. Dis, tu fais quand même la lessive, lance nos affaires. Dis, les enfants t'adorent, tu peux rester 1 heure. Les demandes sont devenues une habitude. L'habitude est devenue un devoir. Je nettoyais, je faisais la lessive, je cuisinais, je gardais les enfants, non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne savais pas dire non. Lizzie écoute, boit son thé, puis dit: Tu leur as déjà dit non au moins une fois? Je réfléchis. Au moins une fois? Non, réponds-je honnêtement. Jusqu'à hier. Elle hoche la tête. Alors pas étonnant qu'ils s'y soient habitués. Tu leur as appris qu'ils pouvaient te mener à la baguette. Ces mots me font mal car ils sont vrais. Je leur ai moi-même appris à me manipuler. Pas par méchanceté, pas exprès, simplement parce que j'ai toujours accepté, même quand cela me faisait du mal. Le 5e jour, ma mère m'appelle, je vois son nom s'afficher sur l'écran, maman. Et je tarde à décrocher. Puis je finis par décrocher. Allô, dis-je. Diana, dit ma mère d'une voix froide et officielle. Colin m'a raconté ce qui s'était passé. Je reste silencieuse, j'attends. Je ne pensais pas que tu pouvais être aussi égoïste, dit-elle calmement, sans crier, sans émotion. Ils comptaient sur toi, ils ont des enfants, ils ont un travail, et toi tu es simplement partie. J'espère que tu as au moins honte. J'écoute et je sens mon cœur se glacer, pas à cause de la douleur, mais à cause de la surprise. Maman ne m'a même pas demandé pourquoi j'étais partie, elle ne m'a pas demandé comment j'allais, elle ne m'a pas demandé où j'étais, elle m'a simplement accusée. Maman, dis-je doucement, tu pourrais au moins me demander pourquoi je suis partie. Parce que tu es irresponsable, répond-elle immédiatement. Non, dis-je, parce qu'on m'a exploitée pendant 4 ans comme une domestique gratuite, et je ne suis plus d'accord. Silence, puis personne ne t'a exploité, tu vivais presque gratuitement. Je vivais avec 500 $ et je faisais un travail qui en valait 1500. Je faisais le ménage, la lessive, la cuisine, je gardais les enfants. Tu as fait le calcul, maman? C'est la famille, Diana. La famille s'entraide. Bien sûr, mais il y a une limite à tout quand l'aide se transforme en travail à part entière. Elle reste silencieuse, puis elle dit: Tu le regretteras. Et elle raccroche. Je reste assise avec le téléphone dans les mains et elle tremble, non pas de colère, mais de surprise. Ma mère ne m'a pas demandé pourquoi j'étais partie, elle s'en fiche. Tout ce qui lui importe, c'est que j'ai laissé tomber Colin. Lizzie sort de la salle de bain, voit mon expression. Maman? Je hoche la tête, elle s'assoit à côté de moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que je suis égoïste. Lizzie soupire. Tu sais ce que je pense? Ils se sont habitués à ce que tu sois toujours là, comme un meuble, comme une table ou une chaise. Tu n'es pas une personne pour eux, tu es une fonction, une femme de ménage, une cuisinière, une nounou. Et quand tu es partie, ils ne t'ont pas perdu, ils ont perdu leur confort. Ces mots restent longtemps gravés en moi. Je ne suis pas une personne pour eux, je suis une fonction. Le soir, je m'assois par terre chez Lizzie et je fais des croquis pour un nouveau client. Le marquis dort sur le canapé. Il fait noir dehors, le téléphone reste silencieux. Colin et Marlène n'appellent plus, maman non plus. La semaine passe étrangement lentement et rapidement à la fois. Le matin, je me réveille sur le canapé chez Lizzie. Marquis dort à mes pieds. Dehors, le ciel est gris. Lizzie est déjà partie pour son prochain service. Elle travaille 3 nuits d'affilée, puis 2 jours à la maison. Nous ne nous croisons presque pas et c'est même mieux ainsi. J'ai besoin de temps pour moi. Je me lève, je vais dans la petite salle de bain, je me regarde dans le miroir. Mon visage est fatigué, j'ai des cernes sous les yeux. Non pas parce que je dors mal, mais parce que je pense sans arrêt. Je me demande si j'ai pris la bonne décision. Je me demande ce qui se passe actuellement entre Colin et Marlène. Je me demande ce que les enfants pensent de moi. Je me demande si je ne suis pas égoïste en réalité. Au sous-sol de l'immeuble où habite Lizzie, il y a une petite pièce qui servait autrefois de buanderie, mais qui n'est plus utilisée depuis 5 ans. Le propriétaire m'a autorisé à l'utiliser gratuitement pendant un mois si je la rangeais. Je l'ai rangée en une journée, j'ai sorti les vieux cartons, lavé le sol, installé une table, une chaise, une lampe. J'ai disposé mes outils. J'ai accroché quelques croquis au mur. Ce n'est pas un studio, c'est un petit local avec une seule fenêtre sous le plafond, mais c'est à moi. Les clients me trouvent grâce aux réseaux sociaux. J'ai publié un message: je travaille temporairement dans un nouvel endroit, inscrivez-vous. En 3 jours, j'ai eu 5 inscriptions. Ce n'est pas mal, cela signifie que je peux gagner ma vie, que je ne dépends pas de l'appartement de quelqu'un d'autre ni de ses règles. Mais la nuit, quand je suis allongée sur le canapé et que je n'arrive pas à dormir, je me dis: et si je les avais vraiment laissés tomber? Peut-être que j'aurais dû accepter, peut-être que je suis juste une lâche qui s'est enfuie. Le 4e jour, Kathleen m'envoie un message. Le message vient d'un numéro inconnu, je ne comprends pas tout de suite qui c'est. Puis, je lis: Tandy, c'est moi, Kathleen, j'écris depuis le téléphone de ma voisine. Maman dit que tu ne nous aimes pas. C'est vrai? Je suis assise avec le téléphone dans les mains et je ne sais pas quoi répondre. Que dire à cet enfant? Que sa mère ment? Que les adultes disent parfois des choses qu'ils ne comprennent pas? J'écris prudemment. Kathleen, je vous aime beaucoup, mais je devais partir. Ce n'est pas à cause de vous. Elle répond rapidement: alors à cause de quoi?
Je ne sais pas comment expliquer à une enfant de 8 ans ce que sont les limites, le respect de soi, le choix. J'écris à cause de choses d'adultes, mais tu peux m'écrire si tu veux. D'accord. J'attends, mais elle n'écrit plus. Je pose mon téléphone et je sens quelque chose se serrer dans ma poitrine. Ce n'est pas de la culpabilité, mais quelque chose qui s'en rapproche. Le lendemain, Kathleen m'écrit à nouveau. Cette fois-ci, son message est plus long. Tante dit tout va mal à la maison, maman et papa se disputent tout le temps, papa dit que maman a tout gâché, maman dit que papa ne fait rien, Ellie pleure, je ne sais pas quoi faire. Je lis ce message plusieurs fois, puis j'écris pourquoi se disputent-ils? Je ne sais pas, quelque chose à propos du linge, de la nourriture, de la crèche. Papa criait que tu faisais tout et maintenant il n'y a plus personne. Je reste assise avec mon téléphone et je ressens un étrange mélange de satisfaction et de culpabilité. De satisfaction parce qu'ils ont enfin été confrontés à la réalité. De culpabilité parce que les enfants souffrent. J'écris à Kathleen plusieurs fois au cours de la semaine. Elle me raconte prudemment, par bribes, comme si elle avait peur de dire quelque chose de trop, mais à partir de ces mots, je commence à me faire une idée de ce qui se passe. Après mon départ, ils se sont retrouvés sans rien de prêt, le linge n'est plus lavé, il reste dans le panier pendant une semaine sans moi, le réfrigérateur est vide. J'achetais toujours des provisions et cuisinais pour plusieurs jours, mais cela a pris fin, les enfants restent seuls après l'école. Kathleen dit qu'Ellie et elle restent dans leur chambre à regarder des dessins animés jusqu'au retour de leurs parents. Il n'y a pas de dîner. Marlin rentre fatigué à 19 heures. Colin encore plus tard. Ils essaient de préparer quelque chose, mais ça ne marche pas très bien. Kathleen écrit hier, maman a brûlé les pâtes. Papa s'est fâché et a dit qu'il n'avait pas le temps pour ça. Je lis ces messages et je comprends. Ils étaient habitués à ce que je fasse tout. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais simplement parce que je les ai laissés faire pendant des années, et maintenant que je ne suis plus là, ils ne savent pas comment vivre. Marlène et Colin se disputent tous les soirs. Kathleen écrit maman a crié sur papa parce qu'il t'avait mis trop de poids sur les épaules. Papa a crié que c'était maman qui avait posé son ultimatum quand la crèche a fermé. Ils ont crié longtemps. Ellie s'est mise à pleurer et s'est cachée dans la salle de bain. Je lis cela et je sens quelque chose se serrer en moi. Les enfants voient que leurs parents ne s'en sortent pas. Kathleen, y avait-il des disputes avant? J'écris prudemment. Oui, mais pas aussi souvent. Maintenant, c'est presque tous les jours. Je pose mon téléphone et m'assois sur le canapé, les yeux fixés au plafond. Marquis arrive, frotte son nez contre ma main. Je le caresse et me demande que dois-je faire? Revenir, aider, mais alors tout recommencera. Je redeviendrai celle qui fait tout, celle sur qui on rejette tout ce qui dérange. Mais les enfants ne sont pas responsables. Le soir, Lizzie rentre du travail, fatiguée, les yeux rougis. Elle jette son sac par terre et s'assoit à côté de moi sur le canapé. Dur service, lui demandai-je. Comme d'habitude, soupire-t-elle. Un patient est décédé, jeune, 32 ans, crise cardiaque. Je reste silencieux. Lizzie regarde le mur, puis ajoute parfois, je me demande pourquoi je fais ça. Je travaille la nuit, je ne dors pas, je suis fatiguée, et puis je rentre à la maison, et là, un inconnu dort sur mon canapé. Je la regarde d'un air sévère. Elle sourit. Je plaisante. Ne m'en veux pas, c'est juste que je suis fatiguée moi aussi. Lizzie, si tu te sens mal à l'aise. Non, tout va bien, dit-elle, mais sa voix est fatiguée. C'est juste que combien de temps comptes-tu rester ici? Je reste silencieux, je ne sais pas quoi répondre. Une semaine, un mois, jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. Je ne te mets pas à la porte, ajoute Lizzie rapidement. Mais j'ai aussi besoin d'espace, tu comprends? Je comprends, dis-je doucement. Elle se lève et va dans la salle de bain. Je m'assois sur le canapé et réfléchis. J'ai une semaine, deux au maximum. Je dois prendre une décision. Soit je cherche un logement, soit quoi. Le soir même, alors que Lizzie dort déjà, Kathleen m'écrit à nouveau. Tandy, j'ai demandé aujourd'hui, Tandy ne reviendra plus? Papa a répondu, pour l'instant, non. Maman a dit, ne les dérangez pas, nous sommes occupés. Ellie s'est mise à pleurer. J'avais envie de pleurer aussi, mais je me suis retenue. Je lis ce message plusieurs fois, puis j'écris Kathleen, tout ira bien, je te le promets. Mais même moi, je ne crois pas à ces mots. Le matin, je suis réveillée par la sonnerie du téléphone. Un numéro inconnu s'affiche à l'écran. Je décroche. Allô, Diana? J'entends une voix féminine qui m'est inconnue. Oui, qui est-ce? C'est Rebecca, la voisine de Colin, dit-elle. Tu peux aller les voir, il s'est passé quelque chose. Marlène crie, les enfants pleurent. Je ne sais pas quoi faire. Mon cœur bat la chamade. Je demande que s'est-il passé exactement? Je ne sais pas, mais j'entends des cris depuis 1 heure. Tu peux y aller? Je reste silencieuse pendant quelques secondes, puis je réponds je vais voir ce que je peux faire. Et je raccroche. 10 minutes plus tard, je reçois un message de Kathleen. Tandy, viens s'il te plaît, maman a dit que c'était à cause de toi. J'arrive dans la soirée vers 20 heures. Je me tiens devant la porte de l'appartement où j'ai vécu pendant 4 ans. Colin ouvre la porte, il a l'air horrible. T-shirt sale, yeux rouges, cheveux en bataille. Il me regarde et son regard exprime à la fois du soulagement et de la honte. Dis, dit-il doucement. Tu es venu? Je ne réponds pas. J'entre et je m'arrête. C'est le chaos, un chaos total et absolu. Dans le couloir, il y a une montagne de chaussures d'enfants, des vestes par terre, des sacs d'école jetés n'importe où. Dans le salon, des jouets éparpillés, des coussins du canapé traînant par terre sur la table, des assiettes vides avec des restes de nourriture, des bouteilles d'eau, des papiers.
Dans la cuisine, c'est encore pire. L'évier est rempli de vaisselle sale sur la cuisinière, une casserole avec quelque chose de brûlé sur le sol, des taches de jus renversées, ça sent le lait caillé et autre chose. Probablement les ordures qui n'ont pas été sorties. Des pleurs s'entendent dans la chambre des enfants. Des pleurs doux, entrecoupés de sanglots, c'est Ellie. Je m'y rends. J'ouvre la porte. Ellie est assise par terre près du lit, elle tient un crayon cassé et sanglote. Kathleen est assise dans un coin sur une chaise, le visage figé, le regard vide. Elle me regarde et se met soudain à pleurer elle aussi, pas fort, doucement, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Je m'assois par terre près d'Ellie, je la prends dans mes bras, elle s'accroche à moi, enfouit son nez dans mon épaule, tremble. Tandy, murmure-t-elle à travers ses larmes, maman a crié sur papa, papa a crié sur maman, j'ai peur. Tout va bien, dis-je doucement. Je suis là maintenant. Kathleen s'approche et se tient à côté de moi. Je l'enlace de mon autre bras. Elles tremblent toutes les deux, comme si elles avaient froid alors que la pièce est étouffante. Marlène se tient dans l'embrasure de la porte, elle nous regarde, son visage est fatigué, elle a des cernes sous les yeux, ses cheveux ne sont pas lavés. Elle a l'air avoir pris 10 ans en une semaine. Diana, dit-elle d'une voix sèche, c'est bien que tu sois venue. Je la regarde sans répondre. Je me lève et lis dans les bras. Allez dans la cuisine, dis-je aux filles. Je vais préparer le dîner. Elles s'en vont. Je reste seule avec Marlène. Que se passe-t-il ici demandai-je à voix basse pour que les enfants n'entendent pas. Nous, soupire-t-elle, nous n'avons pas réussi, d'accord? C'est ce que tu voulais entendre. Je ne voulais rien entendre, dis-je sèchement. Je voulais que vous appreniez à vivre comme des adultes, sans moi, bon sang. Elle se tait. Puis elle se retourne et va dans la chambre. La porte se ferme. Je vais dans la cuisine. Je commence à ranger le désordre. D'abord la vaisselle, je lave les assiettes, les casseroles, les fourchettes, les couteaux. Mes mains font automatiquement ce qu'elles ont fait pendant des années. Je sens quelque chose bouillonner en moi. De la colère, de l'irritation, de la culpabilité. Je ne devrais pas être ici, je ne devrais pas faire ça. Mais les enfants ne sont pas responsables. Puis le réfrigérateur. Je l'ouvre, il est vide, juste une bouteille de lait qui a tourné, des restes de fromage, quelques œufs. Je prends les œufs, le fromage, je trouve des pâtes dans le placard. Je fais cuire les pâtes, je fais frire les œufs avec le fromage. Les enfants sont assis à table, silencieux, ils me regardent. Mangez, dis-je en posant les assiettes devant eux. Ils mangent goulûment, rapidement, comme s'ils n'avaient pas mangé de toute la journée. C'est probablement le cas. Quand ils ont fini de manger, Ellie me regarde. Tandy, tu vas rester? Je ne sais pas quoi répondre. Je la regarde, son petit visage, ses yeux pleins d'espoir. Je vais rester pour aujourd'hui, dis-je prudemment, mais je partirai demain. Pourquoi demande Kathleen doucement. Parce que je ne peux pas vivre ici, dis-je honnêtement, mais je vous aime et vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Après le dîner, je les emmène à la salle de bain. Je donne un bain à Ellie et j'aide Kathleen à se laver. Je leur enfile des pyjamas propres que je trouve dans la pile de linge sale dans la salle de bain. Je les couche, je leur lis une histoire, un vieux livre que je leur ai déjà lu. Elles s'endorment rapidement, tenant mes mains. Quand je sors de leur chambre, j'entends des voix dans la cuisine. Colin et Marlène se disputent. Encore. C'est ta faute, crie Marlène. Tu lui as tout refilé, elle n'est pas une esclave. Et qui a lancé l'ultimatum? Rétorque Colin, qui a dit soit elle s'occupe des enfants, soit elle paie le loyer en entier. Moi? Mais tu n'étais jamais à la maison. Même quand Diana vivait encore ici, tu étais tout le temps à l'entrepôt. Les enfants ne te voyaient presque jamais. Et toi, tu étais tout le temps au travail. Les enfants cherchaient en leur tente parce que tu n'étais pas une mère pour eux. J'entre dans la cuisine, ils se taisent tous les deux et me regardent. Taisez-vous, dis-je doucement mais fermement. Tous les deux, tout de suite. Marlène ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais je lève la main. Non, je ne veux pas entendre. Asseyez-vous. Ils s'assoient, je m'assois en face d'eux. Vous êtes les parents, dis-je en les regardant dans les yeux. Vous deux, pas moi. Vous devez apprendre à vivre sans moi. Non pas parce que je suis méchante, non pas parce que je vous déteste, mais parce que sinon vous allez détruire vos enfants et vous détruire les uns les autres. Colin essaie de dire quelque chose, mais dit nous. Non, l'interroge. Écoutez-moi jusqu'au bout, je vais vous aider. Une fois, la dernière. Je vais rester aujourd'hui, je vais arranger ce que je peux, mais demain je pars. Et je ne reviendrai pas, vous avez quelques semaines pour comprendre comment continuer à vivre. Trouvez une nounou, engagez une femme de ménage, apprenez à cuisiner, n'importe quoi, mais sans moi. Marlène me regarde et je vois de la colère dans ses yeux. Tu dis ça si facilement, comme si c'était simple. Ce n'est pas simple, dis-je, mais c'est votre responsabilité, pas la mienne. Colin essaie de rejeter la faute sur moi, c'est toi qui nous as abandonnés. Je me lève brusquement, la chaise grince. Taisez-vous, tous les deux, tout de suite, sinon je vous abandonne ici et maintenant et vous ne me reverrez plus jamais. Ils se taisent. Ils me regardent comme s'ils me voyaient pour la première fois. Je sors de la cuisine et me dirige vers le salon. Je m'assois sur le canapé et me cache le visage avec les mains. Je tremble, pas de colère, mais d'épuisement. Je ne dors pas cette nuit-là, je suis allongée sur le canapé et regarde le plafond. J'entends des voix étouffées provenant de la chambre. Celles de Marlène et Colin, ils ne crient pas, mais on entend qu'ils parlent de quelque chose de grave. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer, dit Marlène doucement. Que veux-tu dire demande Colin. Je veux dire, nous, ce mariage, tout. Silence. Puis, tu parles de divorce? Je ne sais pas, peut-être, je reste allongée et j'écoute et je comprends. Ils n'ont pas seulement échoué sans moi, ils échouent aussi l'un avec l'autre. Peut-être que tout vient de là. Le matin, je me réveille tôt, les enfants dorment encore, je vais dans la cuisine, je prépare le petit déjeuner. Des œufs, des toasts, du thé. Colin sort, il a l'air un peu mieux.
Merci, dit-il doucement. Je hoche la tête. Je ne dis pas de rien, parce que je ne veux pas qu'il pense que tout va bien. Après le petit déjeuner, je rassemble les affaires des enfants, jouets, vêtements, cartables. Je range tout à sa place. Dans la chambre de Kathleen, je trouve une enveloppe froissée sous une pile de cahiers. Je le prends, je l'ouvre. À l'intérieur, il y a un petit mot, une écriture féminine soignée. Colin, notre heure est enfin venue. Merci de m'avoir attendu. V. Je reste là, l'enveloppe dans les mains, incapable de respirer. Notre heure est enfin venue. Qu'est-ce que ça veut dire? J'entends des pas derrière moi, je me retourne, Marlène se tient dans l'embrasure de la porte, elle regarde l'enveloppe dans mes mains. Qu'est-ce que c'est? Demande-t-elle doucement. Je ne réponds pas. Je lui tends l'enveloppe, elle lit, son visage pâlit, ses mains tremblent. D'où ça vient? Demande-t-elle d'une voix à peine audible. Je l'ai trouvé dans les affaires des enfants, dis-je. Elle me regarde, puis regarde l'enveloppe. Puis elle se retourne et va dans la chambre. Je l'entends crier: Colin, lève-toi, tout de suite. Je reste dans la chambre des enfants, les poings serrés, et je me demande: qu'est-ce que je viens de faire? 2 semaines après cette nuit-là, j'essaye de vivre comme si de rien n'était. Je suis retournée chez Lizzie, je travaille dans le studio, au sous-sol, je reçois des clients. Les affaires marchent bien, même mieux qu'avant. Sans les tâches ménagères chez Colin, j'ai plus de temps pour travailler. 3 ou 4 séances par jour au lieu d'une ou deux. En 2 semaines, j'ai économisé 800 $, encore un mois, et je pourrais louer mon propre logement. Mais les pensées concernant la lettre ne me quittent pas. Notre heure est enfin venue. Qu'est-ce que cela signifie? Qui est cette V? Et pourquoi la lettre se trouvait-elle parmi les affaires des enfants? J'essaie de ne pas y penser. Ce ne sont pas mes affaires, ce n'est pas ma famille, ce n'est pas ma douleur, mais Kathleen m'écrit presque tous les jours. Tante dit, maman et papa ne se parlent pas. Tante dit, maman dort sur le canapé. Tante dit, papa rentre tard, il dit qu'il est au travail. Je lis ces messages et je ne sais pas quoi répondre. J'écris brièvement: tout ira bien, accroche-toi. Mais je ne crois même pas moi-même à ces mots. Un soir, alors que je suis assise dans mon studio après avoir reçu mon dernier client, mon téléphone vibre, c'est un message de Kathleen. Tante dit, maman a découvert quelque chose. Elle a crié sur papa. Elle a dit qu'il était un menteur. Papa est resté silencieux. Ellie pleurait. J'ai peur. Je lis cela et je sens quelque chose se serrer dans ma poitrine. Les enfants sont à nouveau pris au milieu. Ils entendent à nouveau ce qu'ils ne devraient pas entendre. J'écris à Colin, pour la première fois depuis 2 semaines. Colin, que se passe-t-il? Kathleen écrit que c'est l'horreur à la maison. Il ne répond pas pendant 1 heure, puis il m'écrit brièvement: ce ne sont pas tes affaires. Je regarde ces 3 mots et je ressens de la colère. Ce ne sont pas mes affaires. Et les enfants, ce ne sont pas mes affaires non plus. Le lendemain, lorsque je sors du studio vers 20 h, une femme inconnue se tient près de l'entrée. Elle a environ 30 ans, elle est mince, a les cheveux foncés, le visage anguleux et le regard froid. Diana? Demande-t-elle. Oui, réponds-je prudemment. Qui êtes-vous? Vivien, dit-elle, et je comprends immédiatement. V, celle qui a écrit les lettres. Que voulez-vous? Lui demandai-je en essayant de rester calme. Je veux parler, répond-elle. De Colin, je reste silencieuse. Elle s'approche. Tu es sa sœur, tu as de l'influence sur lui. Je veux que tu ne te mêles pas de nos affaires. Quelles affaires? Je demande doucement. Colin et moi, elle s'arrête, choisit ses mots. Nous sommes ensemble depuis un an, il m'aime, pas Marlène, moi. Et maintenant que tout s'est effondré, il est peut-être enfin prêt à la quitter. Mais tu t'en mêles sans cesse, tu appelles, tu écris, tu le fais se sentir coupable. Je la regarde et je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu as couché avec mon frère? Je demande directement. Oui, dit-elle sans honte, et il est heureux avec moi, plus qu'il ne l'a jamais été avec elle. Et les enfants? Je demande doucement. Vous avez pensé aux enfants? Elle hausse les épaules. Les enfants s'en remettront, ils sont petits, ils oublieront. Je sens quelque chose bouillonner en moi, ce n'est pas de la colère, c'est pire, du mépris. Va-t'en, dis-je calmement. Tout de suite. Elle sourit. Tu ne comprends pas, Colin est à moi, et si tu ne veux pas qu'il souffre, ne t'en mêle pas. C'est une menace? Demandai-je. C'est un conseil, dit-elle en se retournant. Je reste debout à l'entrée du studio et la regarde s'éloigner. Mes mains tremblent, pas de peur mais de choc. À la maison, chez Lizzie, je m'assois sur le canapé et j'écris à Colin: Viviane est venue me voir, elle m'a dit que vous étiez ensemble, c'est vrai? Il ne répond pas. J'attends 1 heure, 2 heures, rien. La nuit, je n'arrive pas à dormir. Je pense à Marlène, je me demande si elle est au courant ou non. Je pense à ce que les enfants voient et entendent. Je pense au fait que leur famille se désagrège non seulement à cause de problèmes quotidiens, mais aussi à cause d'une trahison. Le matin, mon téléphone vibre. C'est un message provenant d'un compte anonyme sur les réseaux sociaux. Je l'ouvre, il contient une copie d'une lettre. C'est l'écriture de Marlin, je la reconnais. Greg, je ne peux plus vivre comme ça. Colin n'est pas celui pour qui je me suis mariée. Je pense à nous tous les jours. Avons-nous une chance? Je regarde ce message et je ne peux plus respirer. Marlène aussi, elle aussi me trahit. J'écris à l'anonyme: qui êtes-vous? Pourquoi m'envoyez-vous cela? La réponse arrive rapidement. Juste quelqu'un qui pense que vous devez connaître la vérité. Ils sont tous les deux des menteurs et les enfants souffrent. Je ferme le chat, je reste assise avec mon téléphone dans les mains et je me demande: que dois-je faire? Le dire à Colin, le dire à Marlène ou simplement rester en retrait? Le même jour, Kathleen m'écrit à nouveau: Tante dit, maman dit que nous allons déménager, mais elle ne dit pas où. Ellie pleure. Je ne veux pas partir. Je lis cela et je comprends. Tout s'effondre plus vite que je ne le pensais. J'appelle Colin, il décroche après la 5e sonnerie. Quoi? Sa voix est fatiguée, agacée. Colin, que se passe-t-il?
Kathleen écrit que Marlène va partir avec les enfants. Oui, dit-il brièvement, elle part, chez sa sœur, pour toujours. Et les enfants? Les enfants sont avec elle. Colin, tu ne peux pas simplement. Je ne peux rien faire, m'interrompt-il. Elle m'a dit, soit j'avoue que je l'ai trompée, soit elle emmène les enfants et je ne les reverrai plus. J'ai avoué. Maintenant, elle s'en va, je reste silencieux, je ne sais pas quoi dire. Et toi? Je demande doucement. Tu es vraiment avec Vivien? Il ne répond pas tout de suite. Puis il dit, oui, je suis avec elle depuis un an. Elle me comprend. Marlène ne m'a jamais compris. Et les enfants? Je demande à nouveau. Les enfants? Il soupire. Les enfants s'en remettront. Je raccroche. Je ne peux plus écouter. Le soir, je reçois un autre message d'un compte anonyme. Cette fois, c'est une photo. Marlène est devant un café avec un homme inconnu. Ils se tiennent la main. La légende dit Greg, un collègue de travail. Ils sont ensemble depuis 6 mois. Je regarde cette photo et je comprends. Ils sont tous les deux infidèles. Ils mentent tous les deux. Et les enfants sont pris au milieu de tout ça. Le téléphone sonne. Numéro inconnu, je décroche. Allô, Diana? Une voix féminine inconnue. Oui, c'est Rebecca, la voisine de Colin. Tu peux venir? C'est urgent. Marlène fait ses valises, les enfants pleurent. Colin a disparu, je ne sais pas quoi faire. Mon cœur bat la chamade. Je. Je ne sais pas quoi dire. S'il te plaît, dit-elle. Kathleen m'a demandé de te dire. Dis à Tandy de venir. Je raccroche. Je m'assois sur le canapé et je regarde le mur. Le téléphone vibre à nouveau. Un message de Kathleen. Tante dit, maman dit que nous allons chez sa sœur tout de suite. Ellie ne veut pas y aller. Moi non plus. S'il te plaît, viens. Je regarde ce message, puis je me lève, prends mes clés et sors de l'appartement. Assise dans le taxi, je serre mon téléphone si fort dans ma main que mes doigts s'engourdissent. Par la fenêtre, je vois la ville la nuit, les lumières des réverbères estompées par la pluie qui vient de tomber. Le chauffeur est silencieux, la radio diffuse doucement une chanson pop et j'essaie de rassembler mes pensées et de comprendre ce que je vais dire à ma mère, à Cornelia. À la femme qui a consacré les 20 dernières années de sa vie à une seule idée, faire de Colin l'espoir de la famille, le pilier, l'homme sur lequel on peut compter. Et moi, j'ai toujours été celle qui devait comprendre, aider, ne pas contredire. Diana, tu es plus jeune, tu dois être plus intelligente. Diana, ne gâche pas l'humeur de Colin, c'est difficile pour lui. Diana, pourquoi ne peux-tu pas être plus responsable comme ton frère? Pendant des années, j'ai ravalé tout ça. Pendant des années, je me suis tue, même quand je voyais que Colin n'était pas aussi parfait que maman le pensait. Même quand je savais qu'il me refilait tout ce qui lui déplaisait. Je me taisais parce que je ne voulais pas décevoir ma mère, parce que je savais que son cœur était fragile, que sa tension montait, qu'elle prenait des médicaments tous les jours, parce que j'avais peur que si je disais la vérité, elle ne le supporterait pas. Mais maintenant, il y a les enfants, Kathleen et Ellie. Elles sont au milieu d'une catastrophe créée par deux adultes égoïstes qui ont oublié ce que signifie être parent. Et si je me tais maintenant, elles seront déchirées entre deux personnes qui se font la guerre en utilisant les enfants comme des armes. Je compose le numéro de ma mère. Mes mains tremblent. La sonnerie retentit. Une deuxième fois, une troisième fois. Elle décroche. Diana! Sa voix est surprise, méfiante. Nous ne nous sommes pas parlé depuis cet appel où elle m'a traité d'égoïste parce que j'avais quitté mon frère. Maman, dis-je, la voix tremblante, au point que j'ai du mal à articuler les mots. Il faut que je te parle de Colin, de Marlène, des enfants. Silence, je l'entends respirer. Que s'est-il passé demande-t-elle enfin d'une voix plus ferme. J'avale ma salive. Je parle vite avant de changer d'avis. Colin me trompe, une femme qui s'appelle Vivien, ils sont ensemble depuis un an, Marlène me trompe aussi, les enfants sont au milieu de tout ça, ils entendent les disputes tous les soirs. Kathleen m'écrit qu'Ellie pleure, qu'ils ont peur. Et maintenant Marlène fait ses valises, elle veut emmener les filles chez sa sœur au milieu de la nuit. Maman, j'arrive tout de suite. Mais j'ai besoin de ton aide. Je sais que tu as toujours pris le parti de Colin et je ne t'ai pas dérangé à cause de ta santé, mais maintenant les enfants sont en danger. Silence, long, lourd comme du plomb. J'entends maman respirer difficilement, comme si elle courait, puis elle dit brusquement, la voix montant de plusieurs octaves. Diana, si c'est encore une de tes crises émotionnelles à cause de ta bêtise, tu vas regretter de m'avoir appelée à cette heure-ci. Je viens de prendre mes médicaments, j'ai besoin de dormir. Où sont-ils en ce moment? À la maison, je pars les rejoindre. Je vais appeler un taxi tout de suite, m'interrompt-elle. Prie Dieu pour que j'aie raison, sinon tu vas le regretter, je serai là dans 20 minutes. Elle raccroche si brusquement que je n'ai même pas le temps de dire merci. Je reste assise avec le téléphone dans les mains et je ressens un étrange mélange de soulagement et de peur. De soulagement parce que ma mère arrive, de peur parce que je ne sais pas de quel côté elle va se ranger. Va-t-elle me croire? Va-t-elle encore dire que j'exagère, que Colin n'aurait pas pu faire ça, que je détruis ma famille avec mes accusations? Le taxi s'arrête devant une maison familière. Je sors, monte les escaliers jusqu'au troisième étage. Mon cœur bat si fort que j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Je sors la clé que j'ai toujours, car j'ai vécu ici pendant 4 ans et Colin ne me l'a jamais redemandé. J'ouvre la porte et je ressens immédiatement une vague de panique. À l'intérieur, c'est le chaos total. Dans le couloir, il y a une montagne de chaussures d'enfants, des vestes par terre, des sacs d'école jetés n'importe comment. Dans le salon, des jouets éparpillés, des coussins du canapé traînant par terre sur la table, des assiettes vides mais avec des restes de nourriture, des bouteilles d'eau, des papiers, des coloriages, des crayons.
Dans la cuisine, c'est encore pire. L'évier est rempli de vaisselle sale sur la cuisinière, une casserole avec quelque chose de brûlé sur le sol, des taches de jus renversées. La poubelle est pleine, des sacs traînent à côté. Ça sent le lait caillé, la nourriture brûlée et autre chose, probablement des vêtements non lavés. Des pleurs s'entendent dans la chambre des enfants. C'est Ellie qui pleure doucement avec un bégaiement et le souffle court. Je m'y précipite et ouvre la porte. Ellie est assise par terre près du lit et sanglote. Son visage est rouge et mouillé de larmes, ses cheveux sont ébouriffés. Caitlin est assise dans un coin sur une chaise, le visage figé, les yeux vides, fixant un point sur le mur. Elle ne pleure pas, elle est simplement assise, comme figée. Tante dit, crie Ellie quand elle me voit. Elle se précipite vers moi, m'attrape les jambes et m'embrasse si fort que j'ai du mal à garder mon équilibre. Tante dit, je ne veux pas partir, je ne veux pas. Je la prends dans mes bras et la serre contre moi. Elle est si petite, si chaude, elle tremble de tout son corps. Je lui caresse la tête et lui murmure, calme-toi, ma chérie, calme-toi, je suis là, tout ira bien. Mais même moi, je ne crois pas à ces mots. Kathleen me regarde et dans ses yeux, je lis une supplication silencieuse. Elle ne dit rien, mais je comprends. Fais quelque chose, s'il te plaît. Marlène sort de la chambre. Elle a l'air épouvantable, les cheveux en bataille, le visage rouge, les yeux rougis et gonflés, vêtue d'un peignoir qui n'a probablement pas été lavé depuis des semaines. Elle tient une valise dans ses mains et y jette à l'aveuglette des vêtements pour enfants, des jouets, des livres. Ne m'aide pas, dit-elle sèchement quand elle me voit. Je n'ai pas besoin de ta pitié, j'ai pris ma décision. Marlène, dis-je doucement en essayant de ne pas effrayer Ellie davantage. Qu'est-ce que tu fais? J'emmène les enfants, dit-elle d'une voix tremblante. On va chez ma sœur, pour toujours. Au milieu de la nuit, demandai-je. Sans prévenir? Il ne mérite pas d'être prévenu, crie-t-elle soudainement, la voix brisée par les sanglots. Il m'a menti pendant 1 an, une année entière. Il couchait avec cette traînée, rentrait à la maison, m'embrassait, prenait les enfants dans ses bras, et pendant tout ce temps, il me mentait. Ellie sanglote plus fort, Kathleen se couvre le visage de ses mains. Marlène, dis-je fermement. Les enfants entendent. Arrête. Elle me regarde puis regarde les filles. Son visage exprime quelque chose qui ressemble à de la prise de conscience. Elle s'assoit lourdement sur le lit comme si ses jambes ne la soutenaient plus. Elle se couvre le visage de ses mains. Je ne peux pas rester ici, murmure-t-elle à travers ses doigts. Je ne peux pas, je le déteste. Je déteste cette maison, je déteste tout. Je m'approche, je m'assois à côté d'elle sur le bord du lit. Ellie est toujours dans mes bras, tremblante, ses larmes chaudes mouillant mon t-shirt. Marlène, dis-je doucement, je sais aussi pour Greg. Elle relève brusquement la tête, elle me regarde, les yeux grands ouverts, le visage blême. Quoi murmure-t-elle à peine audiblement. Je sors mon téléphone d'une main tandis que de l'autre je tiens Ellie. Je lui montre les scans des lettres, celle que j'ai envoyée à Colline de la part de Vivien, notre heure est enfin venue, et celle qu'elle a envoyée à Greg. Je ne peux plus vivre ainsi. Colin n'est pas celui que je croyais. Je pense à nous tous les jours. Avons-nous une chance? Marlène regarde l'écran et son visage pâlit encore davantage. Ses lèvres tremblent. D'où murmure-t-elle d'une voix à peine audible, haletante. D'où as-tu obtenu cela? Quelqu'un me les a envoyés, réponds-je honnêtement. Anonymement, un compte inconnu sur les réseaux sociaux, la lettre de Colin et la tienne, les deux. Elle reste silencieuse. Elle regarde l'écran, puis moi, puis à nouveau l'écran. Ses lèvres bougent quand on est comme si elle voulait dire quelque chose, mais Mère n'y parvenait pas. Je commence-t-elle enfin, mais sa voix s'éteint. Toi aussi, tu m'as trompé, dis-je franchement, sans accusation, simplement en constatant un fait. Elle reste silencieuse, puis elle hoche légèrement la tête, baisse les yeux. Oui, murmure-t-elle. Mais je n'ai pas commencé. Colin a commencé, il était froid, absent, il ne m'a pas touché pendant des mois, je me sentais seule. Greg, il m'écoutait, il comprenait, il était là quand Colin n'était pas là. Peu importe qui a commencé, dis-je, et ma voix se durcit. Vous mentez tous les deux, vous trompez tous les deux, et les enfants sont pris au milieu de tout ça, ils entendent vos disputes tous les soirs, ils voient que vous vous détestez. Ils ont peur, Marlène. Caitlin m'écrit presque tous les jours pour me dire qu'Ellie pleure, qu'ils ne savent pas quoi faire. Marlène me regarde, les larmes aux yeux, elles coulent sur ses joues et elle les essuie. Je ne savais pas quoi faire non plus, dit-elle doucement d'une voix à peine audible. J'avais l'impression de devenir folle. Colin rentrait de plus en plus tard à la maison, il regardait son téléphone et souriait. Puis il me regardait et son sourire disparaissait. Je savais, je le sentais, mais je ne voulais pas y croire. Et puis Greg était là et je voulais juste sentir que quelqu'un avait envie de moi. Je me tais, je ne sais pas quoi dire, parce que je la comprends, parce que je sais ce que c'est que de se sentir inutile, superflu. Soudain, Cornelia apparaît dans l'embrasure de la porte. Maman. Elle se tient sur le seuil, appuyée sur sa canne, et nous regarde tous. Son visage est sévère, ses lèvres serrées, elle porte un vieux manteau, ses cheveux sont ébouriffés, mais son regard est acéré comme une lame de rasoir. Bonjour, dit-elle froidement. Où est Colin? Marlène sursaute et la regarde. Je ne sais pas, murmure-t-elle. Probablement chez elle. Maman sort son téléphone, compose le numéro de Colin, elle attend, il ne répond pas. Elle rappelle, il ne répond toujours pas. Elle rappelle une troisième fois, il finit par répondre. Quoi, maman? Demande-t-il d'une voix fatiguée et agacée. Rentre immédiatement à la maison, dit sa mère d'un ton qui me fait sursauter. Si tu oses ne pas venir, je mobilise toute la police du quartier, je te retrouve et je te ramène par les oreilles comme un gamin. Maman, je ne peux pas maintenant. Courez! Crie-t-elle.
Soit vous êtes là dans un quart d'heure, soit je vais moi-même chez cette traînée et je lui fais une scène qu'elle n'oubliera jamais. Courez, j'ai dit. Elle raccroche. Elle regarde Marlène. Les enfants, chez la voisine, tout de suite. Ils ne doivent pas entendre ce que je vais dire. Je me lève, emmène Ellie dans le couloir. Kathleen me suit en silence. Je sonne à la porte de la voisine, Rebecca. Elle ouvre, nous regarde avec étonnement. Rebecca, dis-je doucement, tu peux garder les filles pendant 1 heure, s'il te plaît, je t'en supplie. Elle regarde mon visage, les enfants, puis acquiesce. Bien sûr, entrez les filles. Kathleen et Ellie entrent chez elles. Ellie se retourne vers moi, les yeux remplis de peur. Tante dit, tu viendras nous chercher? Oui, ma chérie, dis-je, je te le promets. Rebecca ferme la porte, je retourne à l'appartement. Maman et Marlène sont déjà assises dans la cuisine. Maman me montre une chaise. Assieds-toi, je m'assois. Nous restons tous les trois silencieux. Nous attendons. 15 minutes plus tard, la porte s'ouvre. Colin entre, il a mauvaise mine. T-shirt sale, jean froissé, cheveux en bataille, visage gris. Il nous regarde, le regard mêlé de peur et d'irritation. Que se passe-t-il ici demande-t-il. Assieds-toi, dit maman froidement. Il s'assoit. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. 10 minutes plus tard, assise au milieu des cris de son mari et de sa femme, maman se lève. Elle prend sa canne et la frappe contre le sol. Le son est sec comme un coup de feu et il interrompt la dispute. Vous, dit-elle lentement, distinctement, allez vous faire foutre, bande de parents. Colin ouvre la bouche pour dire quelque chose, mais maman lève sa canne. Tais-toi, ne dis pas un mot avant que j'ai fini. Il se tait. Marilyn regarde à la table, maman commence à faire les 100 pas dans la cuisine, la canne frappant le sol au rythme de ses pas. Vous n'êtes pas des parents, vous êtes non des adolescents stupides et bornés, vos enfants souffrent de votre spermatotoxicité et de votre idiotie et vous osez encore me parler comme ça. Colin essaye à nouveau. Maman, ce n'est pas si simple. La canne se lève brusquement et il se tait, tremblant. Ferme ta gueule et écoute, crie sa mère. J'ai cru en toi pendant des années, Colin. J'ai investi toute mon énergie, mon argent, ma foi et mon espoir. Et tu as décidé de devenir un crétin irresponsable. Je dois te frapper la tête avec un bâton en fer pour que tu comprennes. Colin reste silencieux, le visage rouge. Maman se tourne vers Marlène. Et toi, espèce de salope, tu es même incapable de préparer un putain de porridge pour les enfants. Quelle mère es-tu donc? Tu penses qu'il suffit de mettre des enfants au monde et qu'ensuite ils se débrouillent tout seuls? Marlène pleure silencieusement, les épaules secouées de sanglots. La mère frappe à nouveau avec sa canne. Vous n'êtes rien, allez au diable, vous n'êtes pas des parents, vous êtes deux adolescents stupides qui, à part baiser à droite et à gauche, n'avaient rien appris de la vie et maintenant vous voulez abandonner vos enfants simplement parce que vous avez des démangeaisons entre les jambes et que vous avez envie de vous gratter. Elle s'arrête, les regarde tous les deux. Qu'est-ce que vous regardez comme des moutons stupides? Vous voulez dire que j'ai tort? Pas question. Fermez-la et écoutez-moi, bande d'imbéciles. Maman s'assoit lourdement sur une chaise, pose sa canne sur la table, elle respire difficilement. Si vous êtes de des idiots infantiles, divorcez. Ce n'est pas à moi de décider avec qui vous couchez, mais je ne vous confierai pas mes enfants. Je vais les emmener chez moi. Et je m'en fous si vous allez au tribunal, je prouverai simplement aux services sociaux que vous n'êtes même pas capable d'élever vos enfants à deux et on vous les enlèvera. Alors dégagez de mon appartement et je m'occuperai moi-même de mes petits-enfants. Silence, lourd comme du plomb, Colin et Marlène restent assis, immobiles. Dehors, crie maman, tous les deux, tout de suite. Ils se lèvent, se dirigent vers la porte. Colin se retourne. Maman, dehors, répète-t-elle. La porte se referme derrière eux, maman me regarde, son visage est sévère. Et toi, dit-elle, tu n'es pas une sainte non plus. Je ravalerai ma salive. Toi aussi, tu savais bien te taire, dit-elle d'un ton ferme. Les problèmes des enfants sont les problèmes de la famille, pas seulement ceux qui souffrent. Tu aurais dû me le dire plus tôt, mais tu ne l'as pas fait parce que tu pensais que cette vieille idiote ne servirait à rien. Peut-être que j'aurais donné une bonne correction à ces deux-là plus tôt. Maman, je ne voulais pas te faire de mal, dis-je doucement. Tu es sous traitement depuis peu et ta tension monte le soir. Quelle idiote! M'interrompt ma mère, mais dans ses yeux, ce n'est pas de la colère, mais autre chose, une lueur humide. Je vous ai élevé. Vous êtes tous des ingrats, des idiots stupides, et moi, vieille idiote, je croyais que je pourrais m'occuper normalement de mes petits-enfants. Elle se lève, prend sa canne. Aide-moi à ranger ici. Parce que ce désordre est tout simplement horrible. Nous commençons à ranger. Maman fait la vaisselle, je balaye le sol, je range les affaires. Nous travaillons en silence. Au milieu du rangement, maman dit soudain à voix basse: je ne sais pas si je vais pouvoir gérer tout ça, mais je ne peux pas laisser les filles à ces imbéciles. Maman, je ne dis rien, dit-elle en agitant la main. Je leur ai mis un peu de bon sens dans la tête, on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, ça ne leur fera pas de mal. Quand nous avons fini de ranger, nous allons chez Rebecca. Nous récupérons les filles, elles sont silencieuses, se tiennent par la main, nous les mettons au lit. Maman s'assoit à côté d'elles, leur caresse la tête, leur chante une berceuse douce. Je reste dans l'embrasure de la porte, je regarde la scène et je sens quelque chose fondre en moi. Quand les enfants s'endorment, nous sortons dans la cuisine. Maman me regarde. Va-t'en, tu as besoin de te reposer toi aussi, je vais rester ici. Tu vas y arriver? Elle sourit amèrement. Je n'ai pas le choix. Je sors de l'appartement, descends les escaliers, il fait froid dehors, le vent me fouette les cheveux. Je sors mon téléphone, un nouveau message d'un numéro inconnu. Je suis content que quelqu'un leur ait dit la vérité. Mais ce n'est que le début, je continuerai à observer.
Je regarde ces mots et je sens des frissons me parcourir le dos. Quelqu'un surveille cette famille, quelqu'un envoie des informations compromettantes. Quelqu'un veut que tout s'effondre définitivement, mais qui et pourquoi? 3 jours après cette nuit-là, je reçois un message d'un numéro inconnu. Je veux te voir, pour m'expliquer. Café sur Staromistskaya, demain à 3 heures, Max. Je regarde longuement ce message. Max, le frère de Vivienne, celui qui m'a envoyé les informations compromettantes. Je peux ne pas y aller. Supprimer le message, bloquer le numéro, oublier, mais quelque chose en moi me dit il faut l'écouter, il faut comprendre pourquoi il a fait ça. Le lendemain, je suis assise dans un petit café près de la fenêtre. Je regarde la rue où les gens se pressent. Je commande un café, je n'y touche pas. J'attends. Il arrive à 3 heures pile. Grand, mince, cheveux foncés, très anguleux. Il a l'air d'avoir 35 ans, peut-être un peu plus. Il s'approche de la table et s'assoit en face de moi. Diana demande-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Oui, réponds-je brièvement. Il commande un café et reste silencieux jusqu'à ce que la serveuse l'apporte. Puis il me regarde. Merci d'être venu. Je ne réponds pas. Je le regarde simplement. J'attends. Il soupire. Je comprends que tu me détestes. Je me suis immiscée dans ta vie. J'ai envoyé ces informations compromettantes. Mais je dois t'expliquer pourquoi. Explique, dis-je froidement. Il boit son café, choisit ses mots. Vivien est ma petite sœur, je l'aime, mais elle a un problème. Elle tombe amoureuse d'hommes mariés, c'est déjà la troisième fois. La première fois, elle avait 22 ans. L'homme a divorcé de sa femme, s'est marié avec Viviane, mais un an plus tard, elle l'a quitté. La deuxième fois, c'était il y a 5 ans. Lui aussi était marié, lui aussi a divorcé, lui aussi ça n'a pas marché, et maintenant c'est ton frère. Je me tais, j'écoute. Je suis fatiguée de la voir détruire les familles des autres, dit-il doucement. J'ai essayé de lui parler, elle ne m'a pas écoutée. Elle disait que c'était le véritable amour, qu'il était différent. Je savais que ce n'était pas vrai, c'est pourquoi j'ai décidé d'agir. M'envoyer des preuves compromettantes. C'est agir demandai-je sèchement. Il hoche la tête. J'avais l'intention de faire bien plus, mais ensuite, j'ai vu que votre petite famille, moi, s'était débrouillée toute seule. Marlène aussi était infidèle. Vous vous mentiez tous les uns aux autres. J'ai simplement braqué les projecteurs, là où vous vous étiez détournés les uns des autres. Je n'ai rien détruit, vous aviez déjà tout détruit vous-même. Ces paroles me font mal car elles sont vraies. Je regarde par la fenêtre sans rien dire. Viviane est chez moi maintenant, ajoute-t-il. Je l'ai emmenée loin de la ville. Je la ramène dans sa famille. Elle suit une thérapie, une vraie, avec un psychologue. Ses parents menacent de la déshériter si elle ne se reprend pas. C'est peut-être cruel, mais sinon elle ne s'arrêtera pas. Je le regarde. Et moi, qu'est-ce que j'y gagne? Il reste silencieux, puis il dit rien, je voulais juste que tu saches que je ne voulais pas faire de mal aux enfants. Je voulais arrêter les adultes avant qu'il ne soit trop tard. Il se lève, pose l'argent sur la table. Excuse-moi, pour tout. Il s'en va. Je reste assise seule, je regarde mon café qui est déjà froid. Le soir même, je pars chez ma mère. Cornelia m'a téléphoné le matin, elle m'a dit brièvement viens, il faut qu'on parle. Quand j'arrive, les enfants dorment déjà. Ma mère est assise dans la cuisine, elle boit du thé. Elle me montre la chaise en face d'elle. Assieds-toi. Je m'assois, elle me sert du thé et le pose devant moi. Colin et Marlène sont venus aujourd'hui, dit-elle. Ils voulaient emmener les enfants. Je sursaute. Et alors? Je leur ai dit qu'ils ne verraient pas les enfants avant qu'ils soient plus grands, dit maman calmement. Ils n'ont plus de bouche, mais un trou pour les cendres. C'est moi qui emmène les enfants et au revoir. Vous avez besoin d'argent ou d'aide, alors payez et taisez-vous jusqu'à ce que vous soyez plus grands. Bande d'imbéciles infantiles. Je ne peux m'empêcher de sourire. Tu leur as dit ça? Mot pour mot, répond ma mère. Colin s'est mis à crier que c'était illégal. Je lui ai dit soit vous acceptez, soit on va au tribunal où je vous ridiculiserai tous les deux devant les services sociaux et les psychologues. Ils se sont tus, maman boit son thé et me regarde. Les enfants restent avec moi, officiellement, garde temporaire, jusqu'à ce que les parents prouvent qu'ils peuvent que s'occuper d'eux. Visite une fois par semaine à tour de rôle. Je hoche la tête, je ne sais pas quoi dire. Maman reste silencieuse pendant un long moment, puis elle dit j'ai toujours cru en Colin, je la regarde, j'attends. Malheureusement, tu étais plus facile à vivre, plus obéissant, dit-elle lentement. Tu portais un fardeau trop lourd pour que je puisse croire en toi, je n'ai jamais vraiment été convaincue que tu pouvais faire quelque chose par toi-même. Ces mots me font mal, mais je l'écoute. Je ne suis pas du genre à m'excuser, dit-elle fermement, mais maintenant, quand je regarde ton frère et ta belle-sœur, je vois que même avec tes stupides principes, tu es devenue meilleure qu'eux. Tu n'es toujours pas parfaite, tu es brusque, stupide, tu penses trop à toi-même, tu es blessante, mais tu ne t'es pas corrompue comme eux. Tu n'es peut-être pas mon espoir, mais au moins tu n'es pas une honte. Je reste assise, incapable de prononcer un mot. J'ai la gorge serrée. Tu n'es pas sans péché, ajoute ma mère. Tu as gardé le silence pendant des années. Tu as évité les conflits. Tu ne me faisais pas confiance. Tu pensais pouvoir tout supporter toute seule, mais quand même, c'est mieux que ces deux idiots. Elle se lève, s'approche de moi, pose sa main sur mon épaule. Vis ta vie. Enfin, je la regarde et des larmes coulent sur mes joues. Elle les essuie avec sa main. Arrête de pleurer, aide-moi à ranger ici. 2 semaines plus tard, je signe un bail pour un petit studio à la périphérie de la ville. Ce n'est pas cher, mais c'est à moi. Je déménage mes affaires, 2 sacs de vêtements, des outils pour le tatouage, une marquise dans une mallette. Je range tout à sa place. Je regarde autour de moi, des murs vides, un vieux canapé, une table, une chaise. Mais c'est à moi, pour la première fois depuis des années,
C'est à moi. Le même jour, je reçois un appel du propriétaire d'un grand salon de tatouage dans le centre-ville. Il a vu mon travail sur les réseaux sociaux et me propose un emploi permanent avec un bon salaire et un pourcentage sur les clients. J'accepte immédiatement. Je vois mes enfants une fois par semaine. Je vais chez ma mère, nous dînons ensemble. Kathleen me parle de l'école, Ellie me montre ses dessins, elles s'habituent à leur nouvelle réalité. Ma mère me dit qu'elles vont voir un psychologue pour enfants, que cela les aide. Un jour, Kathleen me demande: Tante dit, est-ce que maman et papa vont se remettre ensemble? Je la regarde, je choisis mes mots. Non, ma chérie, ils se séparent, mais ils vous aiment beaucoup, tous les deux. Pourquoi ils ne peuvent pas vivre ensemble? Demande Ellie doucement. Parce que parfois, les adultes ne savent pas vivre ensemble, réponds-je honnêtement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vous aiment pas. Ellie hoche la tête sans tout comprendre. Kathleen reste silencieuse, les yeux fixés sur son assiette. Maman me regarde à travers la table et je vois dans son regard quelque chose qui ressemble à de l'approbation. Un mois plus tard, Colin et Marlène finalisent officiellement leur divorce. Ils s'accordent sur une garde partagée, mais pour l'instant, les enfants restent avec leur grand-mère. Les parents les emmènent à tour de rôle pour le week-end. C'est difficile, douloureux, mais ils essaient. Marlène ne voit plus Greg. Sa femme a découvert leur liaison, il se bat pour sauver son mariage. Marlène me dit un jour au téléphone: je pensais qu'il était le bon, mais après tout ça, je ne peux tout simplement pas. Colin est seul lui aussi. Vivien a disparu de sa vie pour toujours. Il consulte un psychologue, essaie de comprendre pourquoi il s'est enfui dans une liaison au lieu de travailler sur son mariage. Tous deux reconnaissent qu'ils n'étaient pas prêts à être parents, mais ils essaient maintenant d'apprendre. Un soir, je suis assis dans mon studio, je travaille sur une esquisse pour un nouveau client, le marquis dort sur le canapé, par la fenêtre, je vois la ville au printemps, les premières feuilles vertes sur les arbres, mon téléphone vibre, c'est un message de ma mère. On déjeune ensemble dimanche, viens à midi. Je souris, j'écris, je viendrai. Deuxième message de Caitlin. Tante dit, grand-mère nous a appris à faire des biscuits. Tu viens les goûter? J'écris, bien sûr. Troisième message de Lizzie. Comment est ton nouvel appartement? Tu m'as manqué, on prend un café samedi? J'écris, oui. Je pose mon téléphone, je regarde autour de moi. Mon studio, petit, confortable, à moi, le croquis que je suis en train de dessiner. Marquis qui dort paisiblement. Pour la première fois depuis des années, je ne me sens pas coupable. Je ne sens pas que je dois quelque chose à quelqu'un. Ma vie s'améliore et je suis libre. Et ce n'est que le début.